Hey, salut tout le monde, c'est Sid, donc de la chaîne Force 12 PA1. Déjà, vous pouvez le remarquer, il y a eu un upgrade, il y a eu une amélioration de la chaîne, puisque ça y est, j'ai retrouvé du vrai matériel pour filmer. Donc déjà ça, on est sur une vraie bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Solidfa. Alors Solidfa, Il sent la barbe. Il sent la barbe, mais c'est bien Solidfa. Alors, avant qu'on attaque le sujet, je voudrais lancer un petit défi, un petit concours là sur la chaîne, parce qu'on est en pleine Coupe du Monde, mon cher Solidfa. Et alors, je voulais savoir si nos abonnés, vous avez reconnu le maillot que portait Cendrillon. Voilà, donc le premier qui le trouve sur les commentaires, si le premier qui le trouve, vous avez qu'à le mettre sur les commentaires de la chaîne. Et puis voilà, pour le LOLs, quoi, pour le LOL. Mais c'est dur à trouver, parce que c'est un maillot. Moi, parce que le foot. Mais c'est un maillot peu connu. Il fait rôle. Il fait rôle sûrement. Ouais. Non, mais jaune comme ça, c'est. On va voir s'il y a des gens qui vont trouver, mais je donne pas d'indice, mais c'est vraiment pas facile. Alors donc aujourd'hui Solidfa, donc déjà merci à toi d'être venu sur la chaîne. C'est un plaisir et puis t'es pas loin. Ouais, c'est ça. Monsieur est voisin, donc entre voisins. Alors donc aujourd'hui tu vas nous présenter donc ton deck des Seed de Magor. Donc on rappelle, donc tu as gagné le Uchronie Games Tournament. Oui. Avec ça. Mais comme disait Cendrillon, c'était un peu sur. Ouais, mais bon, il faut un gagnant. Voilà. Il vaut mieux que ce soit toi dans cette position. Oui, voilà. Parce que bon, du coup tu repars avec un joli petit trophée qui est. Ouais, ça fait joli. Dans ta vitrine. Et alors déjà ma première question, donc, pourquoi les Seed de Magor? Alors en fait c'est un peu presque par élimination, c'est-à-dire que j'avais commencé, donc j'ai juste fait moi mes deux premières parties, c'était donc avec la boîte de base. Ouais. Ensuite j'ai voulu tenter un truc avec les Skaven en fait. Je me suis retrouvé dans une partie à 3 où le deck tournait pas du tout. Ouais, donc pour le coup je me suis dit bon voilà, les trucs objectifs. Bon voilà, j'avais envie d'essayer une équipe de poutres pour changer. Surtout en me disant là sur le tournoi il y avait moyen de faire tourner. Et j'ai procédé en fait un peu par élimination. C'est-à-dire que quand j'ai été m'inscrire, il y avait déjà des Blood River. Ah oui. Donc j'en avais déjà deux, je fais ouais, bon on va éviter. Alors que bon j'aime bien le style, surtout que moi je préfère une bande plutôt populeuse. Pour moi les Stormcast, ils sont 3, j'aime pas trop. Et donc jouer de la poutre et en deuxième, donc pas de Blood River pour le coup, mais je voulais pas une bande qui tourne trop autour du chef, que ce soit les nains surtout et puis aussi un peu les orques. Sachant que les nains en plus le problème c'est le petit mouvement. D'ailleurs j'ai envie de dire les nains ils tournent un peu autour du chef parce que vu que tu peux pas donner de la mobilité à toute ta bande. Sinon c'est trop cher, en fait tu vas un peu tourner autour de ton chef pour voler. Donc voilà. Les nains, comme tu sais que tu vas pas pouvoir exalter tout le monde, c'est même pas ça, c'est surtout que comme tu as un petit mouvement, pour aller chercher quelqu'un, il va falloir que tu concentres tes efforts sur un ou deux mecs maxi, donc tu vas avoir tendance justement à stuffer plutôt, notamment le chef qui a vraiment des upgrades pour lui qui sont très forts. Le plus de mouvement, etc. La défense supplémentaire. Pareil, les orques, c'est quand même le chef est vraiment au-dessus du lot. Et puis, pour l'équipe de poutre, le problème c'est que tu as quand même deux membres qui sont à 1 de dégâts quand ils sont pas exaltés. Alors ils passent à 2 quand ils sont exaltés, mais. C'est ça qui est bizarre avec cette bande d'orques, c'est que tu as quand même les deux combattants qui tapent à 1. En fait, le problème c'est que les orques, c'est un peu ce côté, ils sont censés être plus endurants. Alors effectivement, mais en quoi ils sont plus endurants? Parce que bon, quand ils s'exaltent, ils gagnent pas de la défense, ils gagnent pas de points de vie sauf le chef. Bon, ils commencent à retaper un petit peu plus. Alors, il y a des decks qui peuvent tourner autour de ça, mais j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement de la poutre pure. Et puis voilà. Donc, voilà, ça tournait un peu trop autour du chef. On sent quand même que tu as réfléchi au. Ouais, mais moi j'aime bien la théorie. J'ai pas l'occasion de beaucoup jouer, donc je théorise beaucoup. Et donc voilà, Magor m'a paru bien parce que justement, ce que j'aime bien, c'est que ils sont tous bien en fait. C'est assez, on va dire, ils sont tous un peu moyens. Ils ont des bonnes stats tous. Tout le monde tape à 2 au moins de dégâts. Même la petite contre-attaque, la défense, qui est donc en shield, ça. En fait, les Magor, ce qui est bien, c'est que quand ils s'exaltent, déjà la condition est assez simple.
et ça fiabilise l'attaque en fait. C'est-à-dire que tu gagnes du dé, tu gagnes pas du dégât, mais moi ça me dérange pas plus que ça, vu que tu commences à 2. Moi ça, voilà, ça va. Tu fiabilises, quasiment tout le monde passe à 3D, les upgrades te permettent d'encore plus fiabiliser ton attaque. Donc pour un jeu de poutre, de l'attaque fiabilisée, c'est bien. C'est ça. Et j'ai envie de dire, vaut mieux pouvoir réussir, être quasiment sûr de faire 2 dégâts que d'avoir une possibilité d'en faire 3. Voilà, surtout que bon. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de combattants qu'on. Voilà. En fait, la majorité, tu vas plutôt avoir du 2, à un peu de 3 et des 4. Quoi. C'est-à-dire Magor, Stormcast, les nains, etc. Tu vas tout de suite être à 4. Finalement, le 3, t'en as moins. Oui, mais avec une petite amélioration. Voilà, donc tu fais un petit plot qui donne plus un dommage et puis c'est fini. Donc voilà, je préfère avoir plus de dés pour taper que des plus gros dégâts. Bon. Donc voilà, je suis arrivé à Magor pareil. Alors on va en venir à ton deck. Donc ce deck, est-ce que c'est un deck que tu as monté toi-même? Alors, j'avais, en gros, moi, pour monter mon deck, j'ai vu 2 choses. C'est-à-dire que c'est pas ce que j'ai fait en premier, bien sûr, j'ai été voir le seul deck qui est sur le site de Warhammer, Shadespire. Juste pour voir ce qu'il avait mis, parce que moi, de base, en fait, j'aime pas jouer un deck fait par quelqu'un d'autre, parce que ça peut te donner des idées, mais en fait, un deck, c'est qu'une partie du truc, c'est-à-dire que tu as une manière de le jouer. Et un deck comme ça sur le site, si le mec il te dit pas, voilà, moi, comme ça, en fait, tu comprends pas nécessairement la mécanique. On voit juste une liste de bonnes cartes, mais on voit pas. Voilà, donc tu sais pas comment ça va tourner, mais je l'ai regardé pour voir, une fois que j'avais fait mon premier jet. Voilà. En fait, pour me dire, est-ce que ça vraiment c'est très loin? Est-ce que il y a vraiment des trucs qui m'ont l'air des anomalies? Sinon, j'avais vu une vidéo obscure, malheureusement, j'ai pas retrouvé le lien encore. Où en fait, il y a un mec qui faisait de la théorie sur qu'est-ce qu'il fallait mettre comme carte dans son deck d'objectifs, juste le deck d'objectifs. Et ça a un peu guidé en fait après ta construction. Voilà, c'est-à-dire que j'ai plus fait mon deck d'objectifs et ensuite j'ai fait tout ce qui est amélioration et plot. Subterfuge et amélioration. C'est ça. Voilà, donc j'ai vraiment fait dans ce sens-là. Super, je te propose qu'on regarde tout de suite ce qu'il en est de ton deck. A tout de suite. Alors donc, Magor, on est là pour la poutre. Moi j'ai fait en fait un deck objectif, donc je vous disais, j'avais vu une petite vidéo qui théorisait, et l'idée c'est d'essayer de cycler, sachant qu'en plus au cours du tournoi c'est un peu confirmé finalement mon build, c'est-à-dire que je peux avoir un tour 1 qui peut être un petit peu avide. Une fois que les mecs me connaissent, ils ont tendance à fuir. Mais donc des fois je peux avoir des problèmes sur le premier tour pour scorer. Donc le fait est que j'ai 5 objectifs à marquage immédiat, ce qui me permet en fait de cycler éventuellement, même quand j'ai eu un tour 1 un peu compliqué. Donc c'est-à-dire qu'en main de départ, tu en as facilement une ou deux quoi. Ça m'est arrivé de pas en avoir, mais bon, à la limite, j'en discarde une en fin de tour et je suis à peu près sûr quand même d'en avoir une au tour 2 et de pouvoir commencer à faire des choses. Bon, alors, après, j'ai des trucs assez logiques. Moi, je vais plutôt aller chercher l'adversaire, donc notamment si c'est des decks objets et tout ça, donc j'ai pris attaque anticipée, mettre la mise hors de combat de l'adversaire dans son terrain. Un classique usage précis de la force aussi. Il y a beaucoup d'adversaires qui ont 2 points de vie. À la limite, vous verrez dans mes pouvoirs. Je te coupe juste 2 secondes. Donc l'usage précis de la force, il faut faire exactement. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis. Si tu fais plus. Oui, bien sûr. Non, il faut faire exactement. D'accord. Et en fait, mais avec dégâts 2, tu as beaucoup de bandes qui ont des mecs à 2. Et puis à la limite, j'ai le petit point, j'ai la petite carte qui me donne le 3e point. On peut rappeler, il y a les requérants. Il y a les requérants qui ont 2 points de vie, il y a la plupart des... Les Blood River, il y a des mecs à 2 points de vie. Tous les plots de base, en fait, c'est 2 points de vie souvent. Il y a les Skaven. Les orques, à la limite, bon, c'est 3, mais j'ai envie de dire... Bon, voilà, c'est pas grave, ça s'adapte à beaucoup. C'est une carte que dans plein match-up, elle va te permettre de scorer. Elle marche très bien, sachant que justement, moi j'ai beaucoup d'occasions de la scorer. Coup de maître, alors ça, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, je marque quand je tue quelqu'un en réaction. Alors comme ça, on se dit c'est pas fifou, mais en fait Magor, déjà tu as 2 de tes membres qui en fait ont une attaque de réaction si l'attaque adverse rate. Ça fait 1 point de vie, mais ça peut mettre quelqu'un hors de combat qui est déjà blessé, etc. Ou pareil avec la petite carte qui fait un dégât. Pareil, ça marche sur les cartes de réaction. Vous verrez, j'en ai mis dans mon deck, dans les subterfuges, parce que j'ai essayé de maximiser mes nombres de frappes en fait sur la partie.
Donc coup de maître, voilà, c'est un truc qui n'est pas nécessairement attendu et j'ai de bonnes probabilités de le faire en fait. Démonstration de force, bah pareil, donc mon chef qui met hors de combat un adversaire. Donc j'ai pris un truc à condition simple. Moi j'aime pas beaucoup en fait les cartes d'objectifs qui ont beaucoup de conditions. Donc là c'est juste mon chef qui tue quelqu'un. Alors moi je les aime bien. Chaque bande a cet objectif. Là ça dépend parce que moi là ce qui est intéressant c'est que c'est en marquage immédiat. Toutes les bandes ne l'ont pas en marquage immédiat. J'ai pas fait attention à ça. Et c'est voilà. C'est une carte que vous pouvez retrouver dans, je crois, chez les orques, il me semble. Ouais, mais c'est en phase de fin. Ouais. C'est ça. Et puis bon, en troisième, pas d'issue. J'ai envie de dire, bon, je l'ai pris en version corne. Vous l'avez en version commune pour tout le monde, c'est-à-dire, je marque immédiatement si 3 ou plus de mes combattants ont chargé. Voilà. Ce qui est... Donc voilà, c'est une condition simple. Voilà. D'accord. Ensuite, donc ça, c'est mes objectifs à marquage immédiat. Alors moi, ce qui me plaît, c'est que tu en as 5 qui se scorent immédiatement. Donc c'est ça. On peut voir, il y a le mot-clé immédiatement. Je ne sais pas si on voit bien. Tac, immédiatement. Ça permet notamment. Ça permet de cycler ton deck. Je peux éventuellement me permettre de ne pas mulligan au début, surtout si j'ai un de mes objectifs de 3e tir qui sort et que je sens que c'est possible, genre refus. Notamment, ou même annihilation. Voilà, ça me permet de garder quand même la main au cas où. Ensuite, alors j'ai les objectifs classiques, j'en ai encore 2 qui donnent un point de gloire, mettre du subterfuge, donc un facile en fait, jouer 3 subterfuges pour une phase d'action précédente, ça arrive communément, donc je l'ai souvent scoré. Maître de la guerre, pareil, normalement c'est... Alors voilà, ça c'est un objectif où j'ai pas réussi vraiment à le scorer, mais normalement il est assez simple. C'est si vous avez déjà marqué un objectif, jouer une carte d'amélioration et un subterfuge, voilà, pour un point. Donc il faut jouer un objet, un subterfuge, une amélioration. Hop, ça vous fait un point. Ouais. Mais j'ai pas réussi beaucoup à la jouer, celle-là, paradoxalement. On en reviendra peut-être. Ensuite, on passe là au truc à 2 points. Alors, comment ça se score? Et là, pour le coup, ça fait partie dans ma deck. Je voulais, parce que la poutre, le problème, c'est qu'il faut réussir à lancer la machine. Et j'ai eu le cas de refus de combat sur le premier tour, etc. Donc, je voulais des objectifs, en fait, qui soient pas dépendants de la poutre. Et même pas de la poutre, c'est qu'ils soient pas dépendants des morts que j'inflige. Donc j'ai pris des trucs. Alors escalade, je veux dire, pour moi c'est un no-brainer parce que c'est quasi sûr que tu pourras la scorer. Elle est extrêmement simple à scorer parce que c'est 3 cartes d'amélioration et on s'en fout quel côté les ajoute. Ça, au tour 2 ou tour 3, c'est sûr que vous la sortez, quoi. Ensuite j'ai Rix. Alors bon, là c'était comme je viens en contact, je me suis dit bon, il me fallait une autre carte à 2, pas trop de conditions, mais bon, en fait je me suis rendu compte, mais on en reparlera, que ça convenait peut-être pas trop à mon build en fait. Et puis en dernier, Seul dans les ténèbres. Voilà, donc ça, en fait, c'est vraiment la carte que j'ai pris en cas de refus de contact par l'adversaire. Ça permet de scorer 2 points. Elle n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut bien penser au fait que il ne faut pas qu'il y ait de combattants adjacents, ça inclut dans votre camp. C'est-à-dire que même vos gars ne doivent pas être adjacents les uns aux autres. Voilà. Donc voilà, vous voyez, sur mes objectifs à 2, ils ne demandent pas de tuer quelqu'un. Ça, c'était un des trucs que j'ai choisi. Alors ensuite, j'ai pris 2 objectifs de 3e phase. Et encore, j'ai hésité à n'en avoir qu'un, parce que voilà, et les objectifs 3e phase, si vous le tirez en première main, bon, ça peut être un peu petit en mauvais temps. Alors j'ai pris refus, j'ai envie de dire, vu que j'ai tendance à aller chercher l'autre, j'ai tendance à le contenir dans sa zone, et donc je peux me permettre d'essayer de faire le refus, qui est quand même 3 points, une condition pas trop compliquée, qui est plus facile à remplir que contenir. Je sais plus cette. C'est ça. Il y a une carte qui dit confiné, qui en fait est plus restrictive parce que moi il suffit qu'il soit pas dans ma zone, alors que confiné en fait il faut qu'il reste dans sa zone, ce qui inclut qu'il ne soit pas non plus dans l'espèce de bande neutre au milieu. Oui, c'est vrai. L'air de rien, c'est 4 cases de gagné minimum. Et puis ensuite annihilation. Alors annihilation c'est spécial, c'est-à-dire qu'en fait c'est une carte limite, je la prends plus pour quand j'affronte en fait des bandes de poutres. Ah oui.
parce que je sais qu'elles m'ont mis en contact, parce que c'est pas les plus populeuses, et puis parce que surtout notamment contre les corneux, les Blood Rivers, bah en fait j'ai un problème sur les Blood Rivers, je savais que ça allait venir, et d'ailleurs je l'ai vu, c'est-à-dire que moi je score quand je tue des gens globalement, et le problème c'est que les Blood Rivers ils scorent quand ils tuent et quand ils se fait tuer aussi, donc j'avais besoin d'avoir une carte qui, si ça saigne vraiment, me permettent de scorer une vraie différence. Voilà. Parce que, en fait, c'est pareil, vous avez cette carte d'objectif qui est commune, mais où vous scorez 2 ou 3 quand il y a 7 persos hors de combat. En fait, avec les Magors, c'est tendu, parce que je suis pas sûr d'en perdre 3, je suis pas sûr qu'en face, il y en ait autant. Avec les Blood River, vous pouvez vous permettre, parce que vos pions, ils sautent facilement. Vous pouvez arriver à 7. Avec Magor, non, ça le vaut pas. Donc j'ai pris Annihilation, mais c'est voilà, le build, je build en fonction de ça. C'est-à-dire que j'espère le faire, mais je compte pas non plus dessus. Mais après, c'est surtout déterminant contre des bandes à poutres, en fait, limite. Même si j'ai réussi à le scorer pas mal de fois, en fait. Super. Mais, voilà. Écoute, super. On va passer tout de suite à ton deck pouvoir. Et voilà, donc on se retrouve avec ton deck. Enfin, on commence avec tes cartes subterfuge. Oui, alors donc, vous allez voir, donc j'ai, bien sûr, c'est cartes subterfuge que je choisis pour deck. Alors, voilà, je les ai classées à peu près par leur logique. C'est-à-dire que je commence par El Spectral, donc plus de mouvement. Voilà, Magor, vous commencez à 3 de mouvement. C'est le petit plus 2 qui peut vous permettre de réussir une charge un peu plus lointaine ou d'aller choper un gars. Et puis ça marche sur les charges pour le coup, hein, contrairement à Sprint. Ça permet de ne pas perdre son temps. Voilà. Ensuite, Esprit Vif. Esprit Vif, c'est un double utilité. C'est-à-dire que ça me permet d'éviter une attaque sur moi. Ou d'aller chercher un gars en fin de son tour pour pouvoir taper directement à mon tour ensuite. Donc, toujours utile. C'est une carte pour moi, ça fait partie des no-brainers. Des MVP. MVP peut-être pas, parce que j'ai réussi à la jouer tant que ça. On va voir que j'ai eu certaines difficultés face à des cartes en réaction de ça. Mais elle sera toujours utile. Voilà. Notamment en défense pour le coup. Ensuite... jouer ceci après une action de mouvement d'un combattant ennemi. Vous effectuez un mouvement avec un combattant ennemi. C'est ça. Tu peux cancel en fait une charge. Une charge. C'est hyper fort. Le mec a préparé son tour, a équipé un Bobby, machin. D'ailleurs, on l'a vu, je crois, dans la finale. Dans la finale filmée sur la chaîne. Oui, il m'a foncé dessus. Oui, avec ça. Il fait exprès vite et je suis allé me mettre à côté d'un autre mec. Ok, quand même. Et ça, si on ne voit pas venir, c'est très très fort. Ensuite, prêt pour l'action. J'ai envie de dire Magor. Vous avez vu mon deck d'objectifs. Il faut que je tue des gens. Vous allez voir aussi que j'ai d'autres raisons de le mettre quand on verra les améliorations, je m'expliquerai, mais voilà, ça me permet d'avoir encore éventuellement une action de mouvement ou d'attaque gratos. Quand je joue une amélioration, voilà, c'est super utile pour mon deck. Voilà, il n'y a pas à dire. Pas photo. Second souffle, c'est la même. Alors, second souffle va pas me donner une action gratuite, mais elle va me permettre de faire un enchaînement. Parce que j'ai pas nécessairement beaucoup d'attaques à haut dommage, mais là, avec second souffle, je vais pouvoir éventuellement en enchaîner après une charge. Et puis ça peut toujours surprendre l'adversaire s'il s'y attend pas. Ensuite, on passe à mon tour. Alors ça, c'est voilà, ça fait partie de mes cartes éventuellement pour tuer dans un tour de réaction, et puis toujours pour taper un peu gratos hors de phase. Elle est super intéressante parce que justement on se pousse d'une case, donc c'est-à-dire que c'est une attaque que je vais quand même pouvoir porter même après qu'on m'ait fait reculer. Voilà, rien d'autre à dire. Ensuite, tourner le couteau. Ça j'aime. Ça pour moi c'est la meilleure carte en fait qui rajoute du dégât, parce qu'en fait on la joue après avoir réussi son attaque. C'est trop bien. Voilà, il y a trop de cartes qui te rajoutent du dégât. Qui en fait se joue avant d'avoir lancé les dés, donc ça peut être complètement perdu. Tourner le couteau, c'est du dégât garanti, c'est gratuit. C'est trop bien. Ensuite, on passe à puissant revers. Alors, je l'ai mise parce que voilà, un petit cleave qui sort au bon moment.
Bah, ça peut faire le café. Si on peut toucher 2-3 petits chafs. Un petit cleave, alors explique-nous. Non, pardon, parce que c'est vrai que je confonds avec d'autres trucs. Parce que je vais plutôt le jouer en fait sur mon chef, qui a fracassant en fait. Mais on va dire ça peut être joué sur n'importe lequel des Magor pour avoir une petite attaque qui permet éventuellement de nettoyer des subalternes et faire beaucoup de gloire à pas cher. Voilà. Ça marche dans le sens aussi de l'annihilation, etc. Pour économiser des attaques toujours. Ensuite, on a Horrible Hurlement. Alors ça, c'est la petite carte. On repousse un adversaire de 2 cases. C'est pratique contre certains gars qui peuvent taper à 2 de distance. Mais on va dire que je l'ai surtout mis parce que je culpabilisais de ne pas avoir beaucoup de cartes spécifiques à Magor dans mon deck. Oui, voilà. Je crois que t'en as que 2. Hein. Ouais, c'est ça. Mais d'un autre côté, c'est le problème des cartes à Magor, elles sont beaucoup quand vous perdez des gens, et moi j'ai bâti mon deck en essayant de ne pas les perdre pour pouvoir avoir des attaques. Ensuite on passe, là j'ai gardé ces deux là un peu à part parce qu'en fait c'est mes 2 cartes qui ont vraiment très bien tourné au tournoi. Alors le butin va au vainqueur, c'est quand je mets hors de combat un adversaire qui a 3 points de vie ou plus, je peux tirer 3 cartes. On connaît tous la carte là, qui vous fait piocher des cartes quand l'autre joue un subterfuge. Oui. Alors je vais vous la mettre en description. J'ai envie de dire, elle est bien, mais en même temps, moi je trouve qu'elle est bien que pour un deck qui va avoir plus que 20 cartes pour essayer de faire tourner, parce qu'en fait, jouer une carte pour en piocher 2, finalement, le delta c'est 1. Alors que là, pour le coup, j'en pioche 3. Et je trouve ça beaucoup plus fort. Là, c'est plus compliqué à faire, mais pour ma bande, ça va. Et 3 cartes, ça peut vous donner le petit coup de boost. Surtout qu'on rappelle, mais tu joues maître du subterfuge, donc tu as besoin de piocher 2 cartes. C'est ça. Et voilà, donc celle-là, c'est une condition que je peux remplir sans trop de difficulté, et ça me donne un vrai coup de boost pour pouvoir alimenter les attaques suivantes. Voilà. Et puis en plus sur le dessin, il y a un Stormcast en train de crever, donc ça n'a pas de prix. Tout à prendre. Ça n'a pas de prix. Ouais. Ensuite, on va parler de rebond. Le MVP de cette game, c'était le 5e Magor de la bande, il faut le dire. Alors, c'est 30% de chance que ça sorte, mais je vais expliquer pourquoi moi je la trouve extrêmement forte. Voilà, vous avez une chance sur 3 que ça sort. Mais c'est un double impact, c'est-à-dire que si elle passe, 1, vous ne prenez pas de dégâts sur votre gars, et 2, votre adversaire en prend. Et c'est spécialement intéressant contre les mecs suréquipés, et notamment ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire des chefs suréquipés. Voilà. Et on l'a vu, je l'ai vu plusieurs fois, Rebond en fait a tué des persos suréquipés ou des chefs, du Stormcast, un Saek des Blood River qui est mort 2 ou 3 fois là-dessus. C'est classique, et en plus ça permet de préserver mes Magor, parce qu'en fait mes Magor ils ont de bonnes stats, mais en fait on est quand même soumis aux aléas d'un premier tour, des attaques qui passent bien, et d'en perdre 1 ou 2 vite, l'air de rien on va avoir du mal à faire tourner le deck. Donc toutes les cartes qui me permettent d'éviter de mourir, elles sont bonnes à prendre, et Rebond ça peut vous sauver, voilà, parce que un 4 de dommage est si vite arrivé, et au lieu de vous sauver, en plus vous tuez le mec en face. Et ça, voilà, c'est tellement rentable, et c'est pour ça notamment que je ne joue pas Folie Passagère, qui est donc une chance sur 3 de réussir, et ensuite il faut encore réussir l'attaque, et en plus il faut la condition qu'il y ait quelqu'un à côté. Et puis voilà, donc il y a plus de conditions que dans Rebond. Ouais. Il y a plus de conditions, et puis surtout, voilà. Donc, et là, Rebond, si ça passe, voilà, ça passe. C'est tout bénef. Ouais, tout bénef. Et on va passer à tes améliorations. Voilà, donc on se retrouve avec tes améliorations. Ouais, donc, comme je vous en parlais au départ, Magor, ce que j'aime bien, c'est le côté attaque fiabilisée. Et là, on va commencer par toutes ces petites améliorations qui permettent justement d'ajouter de la fiabilité à mes attaques. Donc, alors, après, c'est un truc qu'on peut discuter beaucoup, c'est-à-dire les améliorations spécifiques à certains membres de la bande. Surtout que Gartok et Zarkus, qui sont un peu les 2 sous-fifres, je vais avoir tendance à les mettre un peu devant à cause de leur attaque de réaction.
Donc ils ont plus de chances de mourir que les autres, on va dire. Mais bon, je trouve que ça vaut le coup parce qu'en général, voilà, il y a beaucoup de match-up où c'est moi qui vais être à l'attaque et il y en aura toujours un des deux qui gagnera à être amélioré. Donc, Zarkus et Gartok. Donc ils ont tous les deux le point gore. Petit rappel. Ouais. Donc le point gore, hein, c'est si l'adversaire vous attaque et rate, bah, vous avez le droit d'essayer de lui taper dessus. Quand c'est un Stormcast, vous n'êtes pas obligé, parce que bon, un point de dégâts et lui offrir l'exaltation, bon, ça se discute. Donc vous avez les deux améliorations. Donc pour Zarkus, la charge féroce. Donc en gros, c'est toutes les faces touchent en charge. Voilà, les épées, les marteaux, les critiques, tout marche. Vous avez Coucouroussé pour Gartok, qui leur ajoute un dé, ce qui veut dire que c'est quand même un mec qui est exalté et équipé, lance 4 dés. Il y a des chances que ça passe. Ensuite, vous avez Charge Brutale, donc celui-là par contre ça marche sur les 3 humains de Magor. Ça rajoute un dé en charge. Alors celui-là, je vais plutôt avoir tendance à le mettre sur mon chef, qui lui, en exalté, gagne un dommage et pas un dé. Donc il reste à 2 dés. Et 2 dés, c'est pas fiable. Même si c'est des marteaux. Voilà. Donc charge brutale, plutôt sur mon chef, mais bon, hein, si jamais il meurt, ça reste sur quelqu'un d'autre. Et donc tu disais que Gartok, ah oui, Gartok, petit rappel, il a 3 dés en exalté. Là, on peut passer à 4 hein, avec l'équipement, ouais. Donc bon, il y a des chances de faire des critiques. En dernier, sur les spécifiques, j'ai chasseur de trophées, donc ça c'est pour le chef. Bah, un point de gloire en plus par mec qu'on tue, bah, c'est super. Voilà, c'est super. Et rien d'autre à dire. Donc ensuite, bah, on passe à endurance accrue. Bon, un petit classique, plus en blessure. Je l'ai mis parce que ça fait passer un gars à 5 blessures et ça évite le one shot à 4 dégâts, qui est quand même assez facile à atteindre dans la plupart des bandes. Voilà, ça permet. Voilà, un des objectifs, c'est de ne pas se faire one shot. Hein. Tu l'équipes sur quelqu'un en particulier ? Alors, ça va dépendre des circonstances. C'est-à-dire que je vais pas entasser. Alors, en général, ça va plutôt être sur le chef s'il a pu déjà avoir chasseur de trophées ou choses comme ça. Mais ça va dépendre des circonstances. Voilà. Ça dépend de la partie. Ensuite, bah, on passe à arme dissimulée. C'est un truc très sympa. Hein. Après, c'est pas une force accrue qui vous donne automatiquement un dégât, mais sur un critique, c'est plus de dégâts, et l'air de rien, ça marche très bien sur mes 2 sous-fifres, hein, bien sûr. Oui, vu qu'il lance 4 dés. Voilà, vu qu'il lance tous au moins 3 dés quand ils sont exaltés. Il y a des chances d'avoir des critiques, ça leur fait un 4 dégâts. C'est sympa pour one-shot, même des gros. Voilà, ça marche bien. Alors, j'ai une petite question, mon petit solide phare. Est-ce que tu peux l'équiper sur le chien, ça ? Non, alors c'est le problème, c'est un peu ce qui fait hésiter en fait à jouer arme dissimulée et pas jouer un deuxième plus en dégâts. C'est-à-dire que l'arme dissimulée, on ne peut pas la jouer sur un chien. Elle est pas vraiment intéressante sur le chef. Donc, c'est un peu embêtant parce que voilà, il y a que 2 mecs où c'est utile de les équiper avec. Et sachant que c'est ceux que je vais mettre le plus en danger si nécessaire. Donc, voilà, c'est un vrai choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça leur permet de mettre éventuellement 4 dégâts d'un coup. C'est pas trivial, mais ça a ses mauvais côtés, quoi. C'est vraiment. C'est pour ça que j'ai hésité à mettre un deuxième plus en dégâts juste pour que ça marche sur tout le monde. Mais bon. On rappelle, hein, le chien, vous ne pouvez pas lui mettre d'équipement, armes. Si on voit bien, armes, qui sont des actions d'attaque. Donc en fait, tu pourrais en fait. Ah ben si, en fait, oui, on pourrait. Ah non, mais ça marche alors en fait. Ça marche en fait, puisque en fait, ça ne marche que sur les gens, les martels d'ombre vert ou ce genre de choses. Ah bah non, mais c'est super alors. Donc oui, moi alors, je me pose plus la question. Je te posais la question parce que le chien lance 3D. Hein, donc, ouais, non, c'est ça. Non, mais oui. Alors pour le coup, bah en fait, je me pose plus la question. Arme dissimulée va rester. Voilà, merci. Hein, ça sert à ça de faire. Ça sert à ça de faire des petites vidéos. Ouais.
Alors ensuite, donc, on peut voir que tu as force accrue, arme éveillée. Donc on va passer très vite parce que force accrue, c'est pour le chef cartes. Ou le chien, pour passer à 4 de dommages quand ils sont exaltés. Parce que passer 2 à 3, ça a d'un intérêt limité en fait. Pour le coup, pour moi, il y avait vraiment des seuils, c'est-à-dire globalement, c'est plus 2 et 4. Voilà. 3, c'est plus anecdotique et on compense par le plus 1 aux dégâts, etc. Arme éveillée, pareil, c'est pareil, on la connaît par cœur cette carte. Celle-là, c'est que pour le chef, donc pareil, on peut se poser la question, parce qu'au final, j'ai réussi souvent à cycler le deck et à jouer charge brutale sur le chef. Arme éveillée, c'est que pour lui, il n'y a aucun intérêt pour les autres, qui lancent minimum 3D. C'est un truc qui peut être remplacé éventuellement, voilà, à voir. Et on passe au dernier. Donc là, c'est les améliorations... piège à âme, c'est un classique, pareil, pour essayer de sauver contre un dégât mortel. Ça vous donne un tour de survie, une action en moins de l'adversaire, etc. Bon, ça a quand même de meilleures chances de passer, c'est 50%, voire plus. Voilà, c'est un classique, ça marche bien, souvent sur le chef. Voilà. Aucun répit, donc c'est un peu différent, c'est à la fois une arme de dissuasion, l'effet, c'est que quand le perso amélioré est mis hors de combat, il peut porter une attaque. Une vraie attaque, pas une attaque de réaction. Donc, l'air de rien, si c'est un chef qui vient vous attaquer, vous avez une chance de vous taper un point de gloire, donc ça fait, ça annule un peu le gain adverse. Et puis il y a un petit effet dissuasif, éventuellement, suivant sur qui on le met, et puis donc c'est une attaque gratuite. Et toute attaque gratuite est bonne pour Magor. Voilà. On passe à la conclusion de cette vidéo, donc du deck de la vidéo explicative du deck de Solidfa. Alors déjà, est-ce que ton deck t'a plu? Est-ce qu'il a bien marché au tournoi? Globalement, je suis assez satisfait. Donc, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné. Oui, mais quand même, le petit côté perfectionniste, il peut ressortir. Alors, ça a bien tourné. J'ai eu quelques soucis, par contre, je me suis rendu compte. C'est quoi le match-up qui t'a... Alors, le match-up le pire, en fait, pour moi, c'était Blood River. Parce qu'en fait, d'ailleurs, je pense que les pires match-up pour moi, c'est Bande à Poutre. Parce qu'en fait, on est dans la compétition de qui fait le plus de dégâts, finalement. Qui tue le plus. Et mon problème avec les Blood River, c'est qu'en fait, ils peuvent scorer quand ils tuent et quand ils se font tuer aussi. Et c'est là-dessus qu'en fait, j'ai perdu ma ronde contre Cendrillon. C'est parce qu'en fait, ils scoraient quel que soit le mort, en fait. Et ça, c'est compliqué. Mais c'est en partie pour ça que j'avais pris Annihilation, c'est parce que ce côté... Annihilation, c'est 5 points. 5 points, ça fait la diff, C'est-à-dire qu'un objet à 2 ou 3 fera pas nécessairement la diff, donc j'ai besoin de cet objectif pour éventuellement faire une grosse diff sur la fin. Bon, après, je changerai pas globalement les objets, sauf, en fait, Rix, qui correspond pas au style de ma bande, parce que globalement je vais tuer assez vite, ou alors je vais pas vouloir, ceux que je tue pas, je vais pas vouloir qu'ils restent juste à côté de moi, parce que je suis pas aussi endurant qu'un Stormcast ou même qu'un Orc selon certains builds, donc je vais plutôt avoir tendance à repousser. Et Rix, c'est une condition qui est compliquée en sens où moi j'ai que 4 mecs et Rix font au moins 3 gars adjacents, et en fait finalement je peux me retrouver tour 2 à plus pouvoir le faire. Donc ça c'est un objectif à changer. Voilà, ça c'est un objectif que je changerais. Il y a aussi Maître de la guerre, on se dit que c'est assez facile, mais comme je disais, je peux avoir un premier tour compliqué, sachant que j'aime pas trop Mulligan. Donc Maître de la guerre finalement, il peut être plus un poids qu'autre chose, et pas si facile que ça à remplir pour moi si ça se présente pas bien. Je remplacerai plutôt par un truc genre avancée rapide, vu que je vais aller avoir tendance à aller chercher l'adversaire. Une petite conquête. Alors, conquête c'est bien, le problème c'est que j'ai pas trop envie d'avoir 3 objectifs qui marquent en 3ème phase. Ah oui. Et toi, j'ai pas... vu que j'ai pas de cartes qui me permettent de cycler mes objectifs comme ça. C'est pour ça que je suis organisateur et non pas joueur. C'est parce que je suis nul. Donc voilà, moi je me limite à 2 objectifs de niveau 3, et encore j'avais failli n'en avoir qu'un. Mais si j'en prenais conquête, ça voudrait dire que je remplace à annihilation, mais je trouve que conquête et refus, déjà ça peut aller. Mais par exemple, je ne vais pas faire confinement et refus parce que en fait, s'il empêche un, il empêche les deux.
Donc ça, on fait pas. Par contre, Rix, la question c'est... Alors, j'aurais tendance finalement, parce que j'ai pas beaucoup joué sur Riptooth, j'aurais tendance à peut-être... Riptooth, c'est le chien. Hein, ouais, avoir le chien. Il a une super carte en fait, qui a un marquage immédiat aussi. On touche 2 si on tue le chef adverse. Riptooth, il peut le faire. Il faudrait juste que peut-être je lui mette une amélioration supplémentaire, parce qu'il en a plusieurs. Il en a une, il peut traverser justement, traverser les figurines ennemies. Il peut aussi push quand il réussit son attaque au lieu de repousser, donc il peut déplacer, donc pour faire du rabat. Bon, ça se discute. Hein. J'ai pas encore réussi à trouver le bon objectif niveau 2, parce que voilà, j'aimerais bien garder quand même quelques objectifs qui ne sont pas poutre pure, justement pour gérer les moments compliqués, les petits passages à vide. Sinon en carte, Horrible Hurlement, comme je vous ai dit, en fait elle était là parce que c'est une carte corde. Je crois que c'est une carte qui va partir. Parce que comme j'ai dit, j'ai eu certains problèmes face à en fait tout ce qui est les gardes de push, c'est-à-dire pas de côté, distraction, ça m'a beaucoup pénalisé, j'ai perdu des vraies opportunités là-dessus. Donc je pense qu'en fait, Horrible Hurlement, je vais le sacrifier pour une distraction, certainement, ou un pas de côté, plus certainement une distraction. Éventuellement, je pourrais changer Puissant Revers, ça se discute, pareil, contre une carte de push. Ou même une grande concussion, parce que c'est vrai que c'est une des impasses que j'avais faites contre les decks objectifs. Alors, un tremblement de terre ou une concussion, c'est quand même pratique pour éjecter tout le monde des objectifs. Parce que l'air de rien, suprématie, etc., ça peut scorer très vite. Et on n'est pas nécessairement juste à côté. Voilà. Donc, notamment tour 1, ça peut être utile. Donc ça, c'est chose à discuter. Et, voilà. En amélioration, alors, pareil, ça peut paraître bizarre, mais je joue beaucoup de trucs pour finalement protéger mes figurines. Parce que globalement, elles se débrouillent très bien en attaque toutes seules. Donc je virerais bien l'armée veillée en fait, parce que c'est quelque chose que j'équipe que sur mon chef, elle n'a aucune utilité sur les autres. Et je mettrais plutôt quelque chose comme Esprit Enchaîné, ou... Esprit Enchaîné, ça m'irait très bien. Je valide. Ou éventuellement, finalement, pour rester dans le renfort, la petite carte plus 2 points de vie, moins 2 moves. Bon, mais pour une fin de game, on va dire, mais peut être pénalisant, voilà, j'hésite. Mais voilà, comme je dis, j'ai quelques objectifs à changer, et il me faut des cartes de push, et éventuellement aussi, j'ai pas dit, mais la carte piégée pour ajouter un petit plus 1 dégât, parce que c'est vrai qu'avec... j'ai qu'une seule carte qui rajoute un petit dégât, et l'air de rien, de temps en temps, ça peut servir. Une deuxième, ce serait bien, voilà, donc... Et puis le push, voilà, toujours pour rester au contact. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toi donc de nous l'avoir présenté. Est-ce que tu comptes le rejouer? Oui, je vais je pense, le rejouer avec les petites modifications. Mais après, j'ai des envies de réessayer mes petits Skaven. Allez, pourquoi pas. Complètement à l'opposé, un petit deck, je ne te touche pas. Mais on verra. Surveillez bien tous les forums ou les réseaux sociaux pour voir les prochains tournois dans vos régions. N'oubliez pas de vous abonner. Je remercie à tous les gens qui se sont abonnés sur cette première semaine. Ça fait super plaisir, vos commentaires, tout ça, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un gros pouce bleu. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.